Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h47, le petit déjeuner politique. Ce matin, c'est Annie Genevard, qui est députée LR du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente du Conseil national des Républicains. Bonjour Annie Genevard. Bonjour. La loi confiance dans la justice à l'Assemblée aujourd'hui, et cette loi, évidemment, Dupond-Moretti qui est attendue. Est-ce qu'elle peut redonner confiance en la justice dans nos institutions judiciaires? Il y en a bien besoin en ce moment. Il y a beaucoup de remises en question. Est-ce qu'elle y répond? Est-ce que vous la voterez? Écoutez, c'est une loi qui a une grande ambition, restaurer la confiance dans la justice, mais c'est une loi qui en réalité est un catalogue de mesures assez techniques. Elles ne sont pas inutiles, certaines seront certainement appréciées, notamment celles qui touchent à la protection du secret des avocats, à la protection du secret de l'instruction, à la rapidité des procédures. Tout ça n'est pas inutile, mais ça ne fait pas une politique pénale. Ce qui fait une politique pénale, ce sont des moyens, des places de prison, une justice résolue à faire en sorte que les peines qu'elle prononce soient appliquées. Enfin voilà, c'est ça une vraie réforme de la justice. Le garde des Sceaux dit que justement, par exemple, les peines d'emprisonnement ferme prononcées ont été plus élevées là, par exemple en 2019 qu'auparavant en 2015. Quoi. Écoutez, vous savez, en matière de chiffres, vous savez bien comment les choses se passent. Hein. On fait dire aux statistiques que ce que voient les Français, c'est une violence qui s'étale tous les jours sur la manchette des journaux et dans les journaux télévisés, des faits divers plus horribles les uns que les autres. On a l'impression que plus rien n'est tenu. Les délinquants multirécidivistes continuent de prospérer dans leurs méfaits. Enfin bref, il y a véritablement un problème de restauration de l'ordre public, du respect de l'autorité publique. Il y a des peines qui ne sont pas exécutées, des peines prononcées qui ne sont pas exécutées, plus de 100 000 par an. Ouais. Voilà, c'est ça la réalité de la justice aujourd'hui, de la chaîne pénale. Donc alors c'est du laxisme alors de la justice et de Dupond-Moretti qui est le garde des Sceaux, qui est le premier justement à défendre cette loi, hein, forcément. Oui, ben bien sûr, comme tout ministre, il veut avoir sa loi et encore une fois, cette loi comporte des éléments qui ne sont pas inutiles. D'ailleurs, à l'initiative des Républicains, je pense en particulier à la suppression du rappel à la loi. Ce sont les Républicains qui ont souhaité mettre fin à cette mascarade. Est-ce que vous la voterez alors ou pas? Alors très probablement, oui, je pense qu'on la votera, mais en réalité, cette loi ne répond pas aux problèmes de sécurité publique et de respect de l'autorité publique qui se posent aujourd'hui. Mais vous allez quand même la voter. On ne peut pas ne pas voter des mesures qui ne seront pas inutiles, mais ce n'est pas la cible qu'ambitionne cette loi. Ouais. Ce n'est pas une réforme pénale en profondeur. Ouais. Une réforme pénale en profondeur, ce sont des moyens plus importants, des places de prison, des peines minimales, ce que réclament les policiers d'ailleurs, qui paient un lourd tribut au climat de déni de justice qui sévit dans notre pays. Donc voilà, c'est ça une vraie politique pénale, et c'est ça qui restaurera véritablement la confiance des Français en leur justice. Ce ne sont pas des mesures précipitées dans un contexte électoral que l'on connaît. À propos de justice, qu'est-ce que vous inspire les plaintes croisées de Gérald Darmanin et Audrey Pulvar ce week-end? Un risque de judiciarisation de la vie politique, ça valait de déposer des plaintes pour les différentes expressions et utilisées des uns et des autres? J'ai l'impression que, moi je pense que Audrey Pulvar a tort sur le fond, mais les juristes disent qu'il n'y a pas là matière à poursuivre. Alors le ministre de l'Intérieur semble s'être un petit peu pris les pieds dans le tapis. Il invoque des propos tenus par Audrey Pulvar, mais qui sont aujourd'hui prescrits. Il nous dit que ça accompagnera la plainte. En réponse, Audrey Pulvar porte plainte à son tour. Tout ça sans la précipitation, l'amateurisme. Voilà, je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on soutient nos forces de l'ordre. On voit bien que les piliers régaliens sont remis en cause. Il y a de la panique alors chez Gérald Darmanin? Moi j'ai envie de dire à Gérald Darmanin, et quand Jean-Luc Mélenchon parle de factieux, et quand le président de la République parle de violence policière en utilisant les mots des délinquants, ou de ceux qui les défendent. Qu'est-ce qu'il dit, Gérald Darmanin? Donc on voit bien que Audrey Pulvar est en campagne, on est dans un climat électoral, il ne faut pas faire feu de tout bois.
Il faut savoir raison garder et puis ne pas mélanger les gens. Il y a les propos politiques que je ne partage absolument pas, que je condamne, qui sont condamnables. Oui, là c'est du délit d'opinion qui est rétabli en quelque sorte. Ou pas, oui, oui, tout à fait. On est à la limite du délit d'opinion, même si cette opinion est contestable et condamnable. Enfin, condamnable au sens figuré du terme, pas au sens judiciaire du terme. Je pense que Gérald Darmanin s'est pris les pieds dans le tapis, clairement. Oui, 13 ministres en campagne, impliqués dans les régionales et départementales. Est-ce que c'est leur place aujourd'hui ? Moi, je trouve que ça n'est pas sain de faire des régionales un terrain de jeu électoral. On voit bien que le président de la République a engagé ses ministres parce qu'il veut troubler le jeu, alors, prétendument pour combattre le Rassemblement national dans le Nord, mais en fragilisant l'adversaire du Front National. Moi, je pense qu'il y a là des jeux politiciens qui visent, en tout cas, qui ne visent pas un objectif et un intérêt régional, ça c'est clair. C'est un tour de chauffe, c'est régional pour la présidentielle, mais également pour la droite, hein, bien sûr, la droite républicaine. Xavier Bertrand, par exemple, comme Valérie Pécresse, qui essaie de gagner ces régionales pour en faire un tremplin pour la suite. Oui, à la différence que Xavier Bertrand est président de région et que quand il parle de la région, de sa région, il sait de quoi il parle. Tandis que le président de la République et les ministres qu'il a engagés sur le terrain ne sont là que pour troubler ce que Emmanuel Macron considère comme le premier tour de l'élection présidentielle. C'est particulièrement manifeste là où il y a de possibles rivaux à la présidentielle, se pressent ses ministres. C'est le Nord, c'est l'Île-de-France. Il n'a pas osé se frotter à Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, on voit bien qu'en PACA, sous couvert de lutter contre le RN, il a essayé d'amener dans ses filets, il y a partiellement réussi, le candidat LR, mais avec un risque énorme que la région bascule. Oui, vous avez parlé du Nord, donc les Hauts-de-France, avec beaucoup de ministres qui sont impliqués. Ça veut dire que c'est la cible d'Emmanuel Macron, Xavier Bertrand, aujourd'hui ? Ah, c'est clairement une des cibles, oui. Oui, clairement. On voit bien d'ailleurs, les sondages attestent du fait qu'il monte dans l'opinion publique, il accède à une dimension nationale, il est un rival, il est un adversaire politique. Il monte, mais il est très loin encore derrière, puisque s'il y avait un premier tour, lui engagé, il est à 15%, alors que Emmanuel Macron comme Marine Le Pen sont à plus de 25%. Oui, notre difficulté, on le sait, c'est que nous n'avons pas pu encore choisir notre candidat pour les raisons que vous savez. Nous avons toujours dit qu'il fallait passer les régionales dans la mesure où plusieurs candidats potentiels sont engagés au régional. Donc il faut qu'on passe les régionales. Mais Annie Genevard, pourquoi la France semble quand même très à droite quand on regarde en fait l'ensemble des instituts de sondage et des enquêtes. Mais la droite républicaine ne sait pas répondre à cette demande des Français. Pourquoi ? Moi, je ne serais pas aussi affirmatif que vous parce qu'en réalité, le match n'est pas encore engagé pour nous. Nous n'avons pas désigné notre candidat, donc en l'absence de candidat, il en reste deux, Macron et Le Pen. C'est pour ça que le duel s'est installé. Tout notre travail, toute notre responsabilité, notre devoir, je dirais même, consistera à s'insérer dans ce duel que nous pensons mauvais pour la France et mauvais pour les Français. Mais vous avez raison, la France est à droite, il faut que ça se traduise politiquement. Pour nous, c'est tout l'enjeu de Christian Jacob à la tête des Républicains. C'est tout l'objet du travail que nous faisons, un travail de fond. Et je pense que le moment venu, ce travail paiera. Mais il faut qu'on désigne notre candidat. Alors ça passera par des primaires, justement. C'est quand vous dites il faut qu'on désigne notre candidat. Et moi, à titre personnel, je n'y suis guère favorable. J'ai vu ce que donnaient les primaires, les écuries. Ce sont des machines à s'affronter mutuellement pour pouvoir l'emporter. Donc, c'est s'affaiblir avant de livrer bataille. Donc, moi, je ne suis pas une fan de la primaire. Je pense que cette question n'est pas tranchée encore. Elle n'est pas tranchée. Tout le monde a encore sa place chez les LR. Je pense à Éric Ciotti, Nadine Morano, qui trouvent par exemple des qualités à Marine Le Pen. Évidemment, Éric Ciotti et Nadine Morano ont toute leur place aux Républicains.
Et je n'ai pas entendu exactement les propos que vous rapportez. Je pense qu'Éric Ciotti incarne tout l'intérêt que les LR portent aux questions régaliennes et de sécurité et d'immigration. C'est un excellent connaisseur de ces sujets. Il s'est spécialisé dans ces questions. Et c'est pas parce qu'on parle de sécurité et d'immigration qu'on s'est nécessairement rapproché du Rassemblement national. Oui. C'est précisément parce qu'on n'en a peut-être pas suffisamment parlé dans le passé qu'on a trop laissé ces sujets à Marine Le Pen. Il est donc urgent, important, essentiel de les traiter, nous aussi. Allez, dernière question, Annie Genevard, avec Cécile de Ménibus. Cécile, oui. Annie Genevard, je ne sais pas si vous allez sur YouTube, plus de 8 millions de vues pour l'échange entre Emmanuel Macron et McFly et Carlito, avec des avis très mitigés. Quel est votre avis, vous, sur cette séquence? Est-ce que ça désacralise la fonction présidentielle, ou alors c'est un président cool? Clairement, il a voulu passer pour un président cool. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est cette approche de la politique très segmentée, si vous voulez, à la façon de Terra Nova. Et on parle aux jeunes comme les jeunes. Donc, je trouve qu'il y a là, finalement, un manque de considération pour cette jeunesse dont on prétend adopter les codes et parler le langage. Je pense que la jeunesse a moins besoin d'être influencée ou séduite que d'être convaincue et d'être épaulée dans un moment qui est très difficile. Moi, ça me gêne beaucoup d'entendre le président de la République dans un lieu qui est quand même un lieu extrêmement symbolique. Il y a un mélange des genres que je trouve il fait du jeunisme? Alors, il y a du jeunisme, ce qui est assez puéril, je trouve, et puis qui n'est pas en relation avec la fonction. Quand il donne comme gage à McFly et Carlito de voler dans un avion de chasse au 14 juillet, je me demande ce qu'en pensent les militaires, vous voyez. Ouais. Et je trouve qu'il y a un décalage, un mélange des genres. Et pour tout dire, moi, je n'ai pas du tout été convaincue. Moi, quand j'étais enseignante, mes élèves ne me demandaient pas que je parle comme eux. Il faut quand même une forme de respect de la fonction. L'entendre jurer comme il a juré, non, franchement, je ne suis pas du tout convaincue. Et je pense d'ailleurs que ça marque un tournant dans la communication politique. Cet épisode, alors il a séduit les jeunes de 13-14 ans, quoi. Bon. Merci Annie Genevard, députée LR du Doubs et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Dans un instant, le journal de 8h, à tout de suite.